Bonsoir à tous. Eh bien, merci tout d'abord de m'avoir invité pour parler non pas simplement de chirurgie éveillée de tumeurs cérébrales, mais de cartographie fonctionnelle cérébrale péropératoire en conditions éveillées. C'est le moyen pour faire cette cartographie appliquée aux tumeurs cérébrales. Donc, je suis Johan Palu, je suis neurochirurgien. Je travaille à Sainte-Anne et dans l'équipe INSERM ImaBrain, et donc aux côtés d'Olivier Nagara et aux côtés de Fabrice Chrétien en neuropathologie. Alors, je ne commencerai pas par des cas cliniques, mais je les mettrai plutôt à la fin pour vraiment illustrer ce qu'est cette chirurgie éveillée. Et je vais partir d'un constat qui est le constat clinique, celui de nos patients arrivant avec ces tumeurs cérébrales primitives qui s'appellent des gliomes. L'enjeu, il est le suivant. Un gliome, c'est une tumeur qui a une croissance et une progression permanente. C'est une tumeur qui ne fait que grossir au cours de sa vie. Et vous voyez sur cet exemple, c'est l'évolution au fil du temps sur 10 ans de la taille lésionnelle. Elle ne fait que grossir malgré les interventions thérapeutiques. Et c'est une tumeur qui infiltre le cerveau à l'étage cortical et la connectivité sous-corticale qui va entraîner des altérations de cette connectivité anatomo-fonctionnelle jusqu'à l'échelon subcellulaire. La conséquence, c'est la dégradation clinique qu'on observe chez nos patients, les déficits neurologiques, les troubles cognitifs, les crises d'épilepsie, l'ensemble altérant la qualité de vie des patients. Et inéluctablement, lorsque le gliome n'est pas encore une tumeur maligne, il le deviendra et ça conduira au décès. Donc on est face à des tumeurs incurables qui ne font que progresser, s'aggraver et infiltrer au fil du temps. Et cette infiltration, c'est également un des enjeux. Et pour voir un gliome, aujourd'hui en pratique clinique, on utilise l'IRM. Cependant, l'IRM, qui a une définition finie, en deçà de ses capacités de détection, on ne voit rien. Et ce que l'on sait, c'est que l'IRM, quelle que soit sa modalité, quel que soit le champ magnétique, quelles que soient ses caractéristiques, ne reflète pas correctement l'extension spatiale réelle des gliomes à l'échelon cellulaire. Et on prend cet exemple de l'iceberg, on ne voit qu'une partie visible lorsque la densité tumorale est suffisante, mais en deçà, les cellules tumorales isolées restent invisibles et on a une densité cellulaire quand même importante, plusieurs centimètres au-delà des anomalies de l'IRM. Et que donc, premier constat, c'est que les limites de l'IRM ne correspondent pas aux limites du gliome. Deuxième problème, c'est que le cerveau péritumoral, celui qui est en périphérie de votre boule visible à l'IRM, qui contient cette infiltration tumorale, c'est la ligne de front, la ligne de tous les enjeux thérapeutiques, parce qu'il contient les cellules tumorales qui vont rendre compte du pronostic oncologique ultérieur, parce qu'il contient les foyers épileptogènes qui rendent compte de l'épilepsie et de son contrôle, et parce qu'il est le siège des phénomènes de plasticité cérébrale et de compensation après lésions induites par le gliome. Et donc finalement, puisqu'on ne voit pas ou qu'on voit mal le gliome, qu'est-ce qu'on va utiliser comme limite de résection? Puisque en théorie, pour pouvoir retirer correctement un gliome, il faut retirer au-delà de ce qu'on voit à l'imagerie. Et puisqu'on ne voit finalement plus rien, qu'est-ce qu'on va utiliser comme repère? Eh bien, les repères, ça va être la fonction cérébrale et on va retirer jusqu'aux limites fonctionnelles. Et c'est vraiment l'enjeu et la place de la cartographie. Et donc, au fil du temps, on a vraiment évolué du chirurgien boule retirée boule au chirurgien qui va essayer de trouver des limites pertinentes. Et ça, c'est une nouvelle approche qu'on propose pour ces tumeurs cérébrales primitives. On part de certains constats, je vous dis ça comme une banalité, mais ce n'est pas encore accepté par tout le monde, c'est que puisqu'un gliome et les déficits qu'il induisent progressent inéluctablement au fil du temps, il faut proposer une prise en charge thérapeutique la plus précoce possible. Il n'y a pas de gliome stable au fil du temps, donc il n'a jamais lieu de proposer une simple surveillance chez ces patients. Pourtant, malheureusement, on le voit encore. On voit aussi que les pronostics sont liés à l'étendue de la résection. Il faut donc proposer une résection la plus complète possible. Et enfin, puisque le gliome est une tumeur qui n'est pas limitée, il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit à l'IRM, il faut donc faire des résections jusqu'aux limites fonctionnelles. Et là, on arrive au cœur même de l'outil qui est cette cartographie fonctionnelle péropératoire qui a pour but d'optimiser ce qu'on appelle la balance oncofonctionnelle. Donc, faut arriver à trouver des limites de résection, et puisque ces limites de résection ne peuvent pas être la tumeur parce qu'on ne la voit pas, on va donc se repérer avec l'éloquence et les limites fonctionnelles cérébrales. Et donc cette cartographie, ce n'est pas simplement un outil pour voir la fonction, c'est finalement un outil qui va permettre d'aller retirer au maximum parce qu'on sait qu'on ne voit pas la tumeur, et l'enjeu, c'est pas de retirer la tumeur qu'on ne voit pas et qui, de toute façon, dépasse toutes nos limites, c'est de retirer tout ce qu'on peut retirer sans aggraver notre patient.
Ensuite, cette cartographie fonctionnelle est aujourd'hui indispensable pour réaliser une résection de lésions cérébrales en zone éloquente. Tout d'abord parce qu'il y a une variabilité anatomo-fonctionnelle individuelle telle qu'on ne peut pas, sur des schémas préétablis, prédire l'éloquence sur une structure cérébrale donnée, sachant que le processus lésionnel, la tumeur en l'occurrence, va désorganiser et réorganiser tout ça. Sachant qu'il y a les imageries fonctionnelles préopératoires, comme l'IRM fonctionnel, comme la tractographie avec tenseur de diffusion, ne sont pas suffisantes pour définir correctement des zones éloquentes et qu'elles sont également mises à mal par les remaniements induits par la tumeur. Et donc, la cartographie fonctionnelle préopératoire avec la technique de stimulation électrique directe, on va voir ce que c'est bien la technique de référence. On va appliquer une stimulation électrique à la surface ou dans le cerveau. Ce cerveau stimulé va être perturbé, il va donc dysfonctionner et on induit une lésion virtuelle transitoire. Et de cette lésion virtuelle transitoire qu'on induit, on va produire des constats cliniques et ces constats cliniques vont nous permettre d'inférer si la structure que l'on vient de stimuler porte ou pas une fonction. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que les stimulations électriques directes, c'est bien mettre un pied dans un vaste réseau fonctionnel cortico-sous-cortical. Ce n'est pas l'identification d'une zone dans les vieilles théories localisationnistes, c'est identifier un des éléments d'un vaste réseau cortico-sous-cortical. Et il faut bien comprendre que cette cartographie fonctionnelle préopératoire, elle n'a de sens que si on explore la totalité du réseau. Et donc, ces stimulations électriques à l'échelon cortical en surface est indissociable de stimulation en profondeur au niveau sous-cortical, parce que ça ne sert à rien de préserver un hub cortical si vous déconnectez consciencieusement en dessous. Et finalement, puisqu'on souhaite monitorer des fonctions à haut degré d'intégration, le plus simple, c'est d'avoir un patient conscient avec nous pour pouvoir monitorer en direct des tâches importantes comme le langage. Et c'est donc là l'apparition de la chirurgie dite éveillée. Et on va pouvoir donc tester en temps réel les fonctions que l'on souhaite. Est-ce que cette cartographie fonctionnelle a un impact clinique avéré? La réponse est oui. Il y a des travaux depuis, on va dire, le milieu des années 2000 qui démontrent qu'en utilisant cette technique chez ces patients porteurs de tumeurs cérébrales, on augmente le nombre de patients accessibles à cette chirurgie. Jusqu'à présent, on les considérait comme non opérables. On peut donc opérer plus de patients. En même temps, on améliore le taux de résection, c'est-à-dire on augmente la quantité de maladies qu'on retire. Et deuxièmement, on réduit les déficits qu'on peut induire par la chirurgie et on améliore également la qualité de vie des patients sur des échelles de qualité de vie. Donc, on a a priori tout intérêt à le faire. Et ça, c'est démontré sur une étude qui fait un peu référence, qui poule plus de 8000 patients venant de différents centres et qui confirme bien on retire plus et que 2, on abîme moins par la chirurgie. Après, comment on le fait ? Eh ben, je vous ai parlé d'une stimulation électrique directe. Voici une électrode de stimulation bipolaire. C'est un outil, il y a 5 mm entre les deux plots d'électrodes. On applique un courant entre des électrodes. C'est un courant biphasique avec des impulsions d'1 milliseconde avec une fréquence de 60 Hz dans la pratique la plus quotidienne avec une intensité relativement faible. On commence à 1 mA, puis on va augmenter progressivement d'intensité jusqu'à étalonner notre stimulation pour être viable chez un patient donné. Et on applique des stimulations durant 4 secondes. Et voilà, on peut vraiment appliquer à la surface du cerveau. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On observe des conséquences cliniques, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau électrophysiologique, à l'échelon de la population neuronale stimulée, on ne sait absolument pas ce qu'on fait. Parce qu'on a un volume cérébral mis en jeu qui est très important, qui est à peu près 10 mm3, et on a un courant qui est relativement peu diffusé, à peu près 5 mm autour de l'épicentre entre les deux électrodes, donc c'est assez ramassé spatialement, mais dans ce volume de cerveau, il y a bien sûr quantité de corps neuronaux et de fibres qui fait qu'on a une mise en jeu d'une population très importante avec des effets variant sur une cellule à une autre. Donc la résultante est la conséquence clinique que l'on voit, mais l'effet électrophysiologique à l'échelon de la cellule est strictement inconnu. Avant d'opérer, bien évidemment, il y a un bilan préthérapeutique. Et ce bilan préthérapeutique, il est dit fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à définir avant, chez notre patient, ses besoins et ses altérations cliniques qui vont renseigner sur les structures cérébrales que l'on va rencontrer durant la résection. Donc on a un bilan cognitif préopératoire et clinique. On fait tout de même une imagerie qui nous oriente, même si elle ne suffit pas. Et à l'issue de ce constat, on va pouvoir définir ce qu'on va étudier
pendant l'intervention, parce qu'on n'est pas utile de tout tester, il n'est pas forcément possible de tout tester, et nos choix vont dépendre de la topographie lésionnelle, du résultat de ces altérations cognitives du patient. S'il a des troubles langagiers, ça veut dire que ces réseaux langagiers sont plus directement impliqués que s'il n'en avait pas. Bien sûr, on va aussi faire des tests en fonction du mode de vie, des souhaits et des nécessités socio-professionnelles du patient. On ne va pas appliquer les mêmes tests chez un pianiste, par exemple, que chez un comptable, et on va également s'enquérir des langages du patient. Je vous prends un exemple d'un patient trilingue. On a au niveau cortical une répartition à peu près proche, mais pas strictement similaire, de ces différentes langues. Et en pratique, on peut arriver à cartographier jusqu'à 3 langages. Donc ne nous en privons pas si on peut le faire. Et bien évidemment, cette chirurgie nécessitant une participation complète et une adhésion complète du patient, il faut le préparer à ça. Et le préparer, c'est notamment lui montrer comment ça se passe et lui faire rencontrer tous les acteurs. Là, on arrive maintenant dans cette procédure de cartographie dite en conditions éveillées. Ce n'est pas vraiment simplement une chirurgie éveillée, c'est une chirurgie endormie, éveillée, endormie. Quand on ouvre le patient, il dort. Quand on referme le patient, il dort. L'éveil, c'est uniquement dans la phase de cartographie fonctionnelle. On éveille notre patient, on le verra, et on va commencer par étalonner les stimulations. On va trouver à la surface du cerveau une zone dont on sait qu'elle est relativement reproductible, comme par exemple la motricité primaire ou la sensibilité primaire, ou le cortex dorsolatéral préfrontal. On sait que là, on va produire des troubles et on commence avec une intensité très faible. S'il ne se passe rien, on augmente d'1,5 milliampère et quand on provoque chez ce patient des troubles avec cette intensité, on sait que dans ce cas particulier, cette intensité permet de réaliser et de trouver des erreurs. On réalise ce qu'on appelle une cartographie positive. Sur la totalité du cerveau, on va rechercher des zones éloquentes et on ne va pas simplement vérifier qu'il n'y a rien. Parce que si on se contente de dire il n'y a rien, c'est peut-être qu'il n'y a effectivement rien, ou peut-être qu'on a des artefacts techniques qui font qu'on ne voit pas les choses. Donc l'école française, à différence de l'école nord-américaine, s'attache à faire une démonstration par la positivité de la qualité de notre procédure. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette cartographie, on va pouvoir retirer la lésion, et bien évidemment, le patient est éveillé devant toute la procédure de résection, parce qu'au fur et à mesure qu'on va retirer la lésion, on teste en profondeur l'absence de réseau éloquent, et ce qui implique qu'on a une sorte de réserve de travail d'1h30 à 2h, c'est la durée pendant laquelle notre patient est capable de travailler. Au bout d'un certain temps, il y a une fatigue qui lui fait faire des erreurs, et si le patient fait des erreurs, on ne sait plus si ces erreurs sont liées à nos stimulations ou à sa propre fatigue. Et du coup, on arrive à la fin, on s'arrête, notre limite de résection, c'est lorsqu'on rencontre des régions éloquentes à l'échelon cortical et sous-cortical, on sait qu'on ne peut plus retirer de tissu cérébral, donc on s'arrête. Éventuellement, on s'arrête quand on arrive dans des zones trop dangereuses, quelle que soit l'éloquence. On parle de structure vasculaire parce qu'un facteur de risque non négligeable d'AVC, c'est aussi le geste chirurgical. Et enfin, on s'arrête lorsque le patient ne peut plus participer et que notre technique n'est plus fiable. Alors, dans les faits, comment ça se passe? Donc là, je vous prends l'exemple de ce patient-là. On va commencer là à 1 minute 30 à faire une cartographie langagière et motrice pour étalonner nos stimulations parce qu'il a une tumeur en région sensitive. Donc là, on commence. Vous allez voir normalement le patient. Hop. Vous entendez? Ceci est un train. Donc on stimule, on lui demande de faire une dénomination. Ceci est un éléphant. Oui. Il voit un écran ici. Ceci Un est un petit aspirateur. On fait un petit blocage arthrique sur la motricité primaire. Oui. Ne faites rien, monsieur. Là, on va provoquer des mouvements. À nouveau, donc c'est la pince pouce-index avec une flexion du poignet. Donc on sait qu'à notre intensité de stimulation, on provoque des mouvements. Tu vas baisser à 2 milliampères. Donc là, je calibre. On m'entend malheureusement parler. Quelque chose, Non. quelque chose. Non. Avec un retour, bien sûr, d'un observateur Non. objectif, puisque ni le patient ni le chirurgien Non, n'est non. objectif. Quelque chose, Non. quelque chose. Ensuite, Non. on va arriver à une cartographie sensitive. Et là, c'est le patient qui nous renseigne. Autant la motricité, c'est un observateur extérieur. Aux sensations, monsieur. Vous allez peut-être Donc, on ressentir interagit des directement formigements avec sur le lui. visage, sur la main, comme vous avez déjà eu un peu tout à l'heure. Donc, vous me direz à Odile si vous ressentez quelque chose ou pas. D'accord. Quelque chose. Index. Index. Bravo.
Quelque chose? Tous les doigts là. Tous les doigts. Non, sauf le pouce. Il Tous est les donc doigts, assez ça fait- précis. Quelque chose? Non. Je Quelque stimule. chose? Légèrement le poignet. D'accord. Quelque chose? Oui, là, c'est un fourmillement général dans la main. 23, juste sous la tête. 23 égale paresthésie main. On met des petites étiquettes pour se souvenir de nos sites éloquentes. Stimuler le cerveau, ça peut provoquer des crises, ça fait très peur. Mais là, j'ai un exemple de crise qui va être Comme une crise là. Comme une ressentie crise, par le patient. Il nous ouais. informe, voit des Ouais. contractions Bras, épaules. de son dos. épaule. Bras, épaules, dos. Ouais. C'est fini ou pas? Non. Non. Et on le Non, traite effectivement, simplement. Il y a des petits mouvements. D'accord, on va s'en occuper. On le traite simplement en appliquant du sérum glacé à la surface du cerveau. Et donc ça, en bloquant... le froid bloque les conducts tensioniques et ça bloque nos crises. Et puis à la fin, on a terminé. Alors là, on me voit, mais c'est un petit peu sanglant, je vous épargne ça. On retire la lésion. Et on arrive à la fin avec un patient qui était présent tout du long et qui... Quelque chose? Non. On a tout enlevé, hein? Ah bon? Donc là, on arrive, Ah bah vous êtes un pro. Je vous l'ai pas dit, mais c'est fait. nous fait un petit rire. Alors, je ne veux pas dire qu'il a trouvé ça confortable, mais donc c'est la démonstration, et c'est pas que un cas, hein, que en pratique on peut le faire. Cette cartographie chez ce monsieur, c'était ça. Il avait une métastase post-centrale. Cette cartographie de la surface corticale, doigt par doigt, puisqu'il était extrêmement fiable, nous permet de choisir notre pénétration transcérébrale à l'affleurement lésionnel en zone non éloquente et de retirer en profondeur jusqu'à retrouver nos réseaux sensoriels plus profonds. On peut également le faire pour d'autres fonctions. Ça, c'est un exemple d'une tumeur qui envahit la motricité primaire. Vous voyez la surface cérébrale, ici, l'organisation somatotopique de la motricité primaire, l'hémiface, le membre supérieur, et entre les deux un grand vide parce que la tumeur a chassé la fonction cérébrale. On a réalisé une résection qui est incomplète, on le voit très bien sur les rames post-opératoires, mais on a laissé du tissu cérébral infiltré parce qu'en profondeur, on a suivi nos voies de la motricité primaire qui forment le faisceau pyramidal et dans le faisceau corticospinal, et on sait qu'on a dû laisser du tissu tumoral parce qu'il infiltrait les zones de la motricité primaire. Donc on n'a pas tout retiré, mais on a retiré tout ce qu'on a pu retirer sans créer de déficit permanent chez ce patient. On peut réaliser des cartographies langagières. Cette demoiselle avec une grosse lésion fronto-insulaire gauche qui arrive avec un tableau d'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire des céphalées incoercibles à cause de la douleur, des crises d'épilepsie et des troubles du langage. Elle est jugée inopérable dans un autre centre. On l'opère, on fait une exérèse plutôt correcte avec quand même un petit reliquat insulaire. Cette même chose, cartographie corticale, réponse langagière et motrice à la surface, un vide dans l'opercule frontal parce que la lésion a chassé et a repoussé les réponses fonctionnelles à ce niveau, et on fait une résection avec nos limites profondes qui sont guidées par l'anatomie. On retrouve en profondeur au fond de l'insula, dans le bas, le faisceau fronto-occipital inférieur, qu'on identifie par des paraphasies sémantiques reproductibles. On identifie au fond et au-dessus des branches du faisceau longitudinal supérieur, qu'on identifie par des paraphasies phonémiques reproductibles. Et également, en profondeur, on a retrouvé la motricité primaire. Donc on a fait une résection guidée par la fonction. Et finalement, puisqu'on guide nos résections par la fonction, on peut faire des résections vraiment à la carte. À la carte, ça veut dire c'est le patient qui choisit, entre guillemets. Voici un exemple d'un homme de 35 ans. Il est médecin, il est radiologue, il est aussi guitariste. Il fait une IRM pour calibrer sa nouvelle machine et il se découvre cette petite lésion frontale gauche. Après quelques mois de suivi, cette lésion grossit de quelques millimètres. C'est donc bien un gliome évolutif et on définit ensemble. Il faut retirer beaucoup, il faut retirer au-delà, et les pointillés que vous voyez, ça a été notre choix. Parce que retirer au-delà, c'est puisqu'on est au-delà des limites, où est-ce qu'on s'arrête? Avec lui, il était bien évidemment inconcevable d'avoir des troubles du langage, donc on s'est limité latéralement et en arrière sur des réseaux langagiers, et vous voyez ici des paraphasies phonémiques qui signent les branches du faisceau longitudinal supérieur, et également
Au niveau postérieur, on s'est arrêté au réseau prémoteur parce qu'il ne voulait pas avoir des troubles de la coordination bimanuelle pour pouvoir continuer à jouer de la guitare. Donc on a identifié également les réseaux moteurs négatifs ou prémoteurs qui ont guidé d'autres réséctions. Donc voilà un exemple de résection où on se fiche finalement des limites de l'anatomie et on voit nos limites fonctionnelles qu'on a pu vraiment guider avec le patient et ses besoins. Et bien sûr, continuer à jouer de la guitare et continuer à exercer son métier. On est à je crois, plus de 7 ans aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir des choses un peu plus précises, il y a un numéro spécial dans une revue neurochirurgicale française dédié à cette chirurgie de résection en zone éloquente. Et en termes de perspective, eh ben, là, pareil, il y a malheureusement plus de questions que de réponses. C'est que le gliome cérébral, c'est un véritable parasite pour le cerveau parce qu'il utilise les réseaux de substances blanches pour une migration préférentielle pour l'aider à aller plus vite et plus loin. Il est capable d'utiliser le glutamate comme un facteur de croissance. Et puisque c'est un facteur de croissance pour le gliome, il va tout faire pour promouvoir cette signalisation glutamatergique. Par ailleurs, le GABA, c'est un agent antiproliférant pour le gliome et le gliome va tout faire pour éteindre cette signalisation glutamatergique et on retrouve là le lit de l'épilepsie liée au gliome, hyperactivité glutamatergique, perte de l'inhibition GABAergique, entre autres, ça n'a pas concours aux crises d'épilepsie. Et bien évidemment, il induit toute une série de modifications hydroélectrolytiques qui sont nécessaires à ces changements de volume cellulaire pour pouvoir migrer et se multiplier et qui également retentissent sur le fonctionnement cérébral. Un autre élément qui est une piste, c'est que cette chirurgie, qui est une véritable porte ouverte au sens propre et figuré sur la fonction cérébrale, eh ben, elle peut servir au-delà du but clinique. Je mets que le chirurgien est en première ligne, il y a de la place à ses côtés. Eh ben, il y a plein de choses à faire, puisqu'on a du tissu cérébral qui est à portée de main. Ce qui veut dire, c'est que bien sûr, on retire le tissu pour analyse anatomopathologique, mais quand vous avez des gliomes de 6-7 cm de diamètre, il y a de quoi aller au-delà. Et malheureusement, on est quelquefois obligé de retirer du tissu qui n'est pas pathologique, mais qui n'est pas éloquent non plus, pour aller retirer une lésion plus profonde. Donc là, il y a malheureusement du tissu pas complètement exploité qui pourrait servir. On a, par cette approche extrêmement pragmatique, une ouverture directe sur cette fonctionnalité cérébrale en temps réel, en conditions opératoires, qui peut servir à valider certaines hypothèses parce qu'on a encore toute une série d'inconnus. Là, je vous ai montré une cartographie extrêmement rodée des fonctions sensorimotrices du langage, mais on en est à commencer à modifier, à codifier les fonctions encore plus poussées, comme la cognition spatiale, la gestion des émotions, par exemple. Je vous ai dit que le mécanisme d'action des stimulations électriques directes est totalement inconnu. Pourquoi, lorsqu'on stimule la motricité primaire, on induit un mouvement? Pourquoi, lorsqu'on stimule un réseau langagier, on le bloque? C'est finalement extrêmement simple comme question, mais personne n'a la réponse. On peut arriver également à faire des corrèles électrophysiologiques puisqu'on a une surface corticale qui est exposée. On peut appliquer toute une série d'électrodes à différents niveaux de taille pour réaliser des enregistrements de potentiel de champ à l'échelon du cerveau jusqu'à des enregistrements unitaires. Et enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à des moyens alternatifs à cette cartographie fonctionnelle pour identifier nos réseaux cérébraux? Et donc là, il y a finalement beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai dit, plus que de réponses. Je vous remercie pour votre attention.